Nous, en tant qu'architectes et urbanistes, on est associés depuis maintenant 40 ans à une notion qui était à l'époque inexistante, c'était celle de la conservation, de la rénovation, de la réhabilitation, de la reconversion. Dans les années 70, il faut imaginer que n'importe quel bâtiment qui n'avait pas les normes, on va dire, des constructions à l'époque était démoli. Et par l'agence, en fait, on a commencé à rénover, à conserver un certain nombre de bâtiments. La Grande Halle de la Villette, il y en avait deux. Une a été démolie, l'autre conservée. Ou d'autres éléments de ces témoignages industriels qui nous ont permis ensuite, par assemblage, d'arriver à l'urbanisme. Alors aujourd'hui, dans la qualité de vie et dans le bien-être, dans les modes de conception des territoires ou leurs aspirations, ce que l'on se rend compte, c'est que de plus en plus, cette notion n'est pas simple, c'est toujours une équation. Une équation entre un lieu, une époque, une personne, un programme, une équation entre des normes, des matériaux, des architectes et des architectures. Et je vais essayer d'imager cette notion, on va dire aujourd'hui, de notre monde où on intervient en tant qu'urbaniste avec 3 projets qui vont associer plusieurs assemblages et qui vont associer à cette vision d'un projet urbain la concrétisation immédiate que l'on attend, notamment par des matériaux, par de l'architecture ou par des concepts qui doivent être aujourd'hui innovants. Une ville, aujourd'hui, nous, on la considère un peu comme à l'image d'une famille recomposée. C'est une multitude de gens qui vivent les mêmes espaces selon des modes différents. Là aussi, on rejoint l'usage. Et dans ces espaces-là, le privé et le public s'associent. L'existant et le nouveau s'associent aussi. Et dans ce premier exemple qui est à Lyon, c'est une aspiration, on va dire, conjointe entre un promoteur privé qui veut faire de l'urbanisme. C'est nouveau dans notre époque aujourd'hui. On a des projets urbains partenariaux, c'est-à-dire du privé qui développe de l'aménagement, alors qu'on imagine toujours que c'est le public qui fait la ville. Le public qui fait la ville d'une manière assez linéaire. Je conçois l'agglomération, les grands schémas territoriaux, je programme certaines zones, les ZAC, ZUP, etc., les zones d'activité, ces choses un peu monofonctionnelles, et qui devaient se dérouler comme ça sur un temps long. Aujourd'hui, c'est fini. Le temps long n'existe plus dans l'acte du projet, il existe dans la politique, mais pas dans la mise en œuvre. Et le privé, qui est beaucoup plus actif dans le côté immédiat, prend cette place d'aménageur. Alors aujourd'hui, l'urbanisme est parfois opportuniste, et il est opportuniste quand on a des fonciers, quand on a des programmes ou des opportunités. Ici, en plein centre-ville de Lyon, l'opportunité, c'était la conservation de ce qu'on appelle la Grande Halle Gerland. C'est un bâtiment qui fait 40 mètres de large par 100 mètres de long, donc pour une grande halle, ce n'est pas vraiment l'imaginaire, mais en tout cas, c'était le bien commun. Tout le monde voulait la conserver. De nouveau, dans les années 70, on les aurait démolis, aujourd'hui, on conserve. Et quand on conserve ce type d'objet, on peut l'utiliser pour amener une autre image, pour amener d'autres fonctions. Ici, c'est le Septen, c'est le centre de crise d'EDF, donc c'est le bunker de toute crise nucléaire, se trouve ici à Lyon, donc un bâtiment qui ne dialogue pas avec son environnement, un bâtiment qui est fermé, sécurisé, hermétique, avec de multiples filtres pour y rentrer, et le patrimoine, dans cet urbanisme et cette architecture, a servi de liant, d'une manière, on va dire, de faire d'un programme qui va concentrer 10%, on va dire, des fonctions de ces bureaux, tout ce qui est espace d'accueil, conférences, restaurants, etc., le lien entre une activité totalement sécurisée et une ville. Donc l'urbanisme ici, c'était d'associer cet existant avec les fonctions, d'urbaniser l'architecture plus que le quartier, on va dire, sur cette opération, pour qu'elle puisse rayonner comme étant en échange intérieur-extérieur avec des nouvelles fonctions sur cet espace à l'époque industrielle. Les bureaux sont en bleu, toutes les fonctions communes sont en orange, vous voyez bien la disproportion, et pourtant ce que l'on retient, c'est un imaginaire de halle, c'est un imaginaire d'espace ouvert, c'est un imaginaire de partage, là aussi une équation et un usage que tout le monde peut s'approprier d'une manière différente et qui permet à l'architecture et au programme de devenir de l'urbano-architectural avec une image d'une halle qui n'était pas du tout l'image d'EDF, qui n'était pas du tout sur cet élément-là, c'est cette pierre dorée de Bourgogne, avec des petites fenêtres, des petites choses un peu qui l'ont marqué autant de l'histoire, et le verre qui nous a permis de remettre devant cet espace cette notion d'échelle et d'éléments structurants, avec la transition entre l'espace urbain et l'espace architectural, avec ces verrières, cette lumière
et cette mise en valeur du patrimoine. Donc ce bâtiment aujourd'hui prend place dans une zone en mutation et il a permis, avec cette conservation du patrimoine, de venir colorer ce territoire et d'enclencher le renouveau de tout un quartier. Donc l'urbanisme privé, par l'opportunité d'empreneurs EDF, qui s'est associé à du patrimoine et une architecture finalement qui est l'équilibre et l'assemblage de plusieurs fonctions et de plusieurs écritures, permet de faire aujourd'hui de l'urbanisme et de faire rêver, on va dire, tout un territoire comme le territoire de Gerland à Lyon, qui aujourd'hui est le territoire qui se développe le plus dans cette ville et qui amène une multitude de nouveaux usages, de nouvelles façons de faire de la ville. La gare du Sud à Nice, c'est à peu près la même chose, sauf que là c'était plus clair, l'intitulé c'était concours. Concours de promoteurs, achetez-moi mon bâtiment pour faire un projet d'immobilier. Ce bâtiment, c'était cette halle. Donc vous voyez ici, dans les années 80, 90, même 2000, elle n'était pas encore tout à fait démontée, mais cette halle, c'était une halle de 1889, l'exposition universelle de Paris, qui avait été démontée de Paris et remontée à Nice pour être la halle des chemins de fer de Provence. Reconstruite par Prosper Bobin, la halle, à l'époque, c'était comme de la saucisse au maître. Vous preniez ce que vous vouliez, vous assembliez vos fermes, et devant, vous mettiez de l'architecture, c'est-à-dire de la pierre. La pierre, ça a toujours été en France beaucoup plus noble et vu en tant que tel, alors que le métal était beaucoup plus industriel ou de second rang, même si aujourd'hui, l'ensemble de la gare du Sud est classé monument historique. Mais on est à Nice, et à Nice, il y a toujours des petits paradoxes. À Nice, on peut démonter les monuments historiques à l'époque. Donc ici, vous avez une halle entièrement démontée, stockée en kit, et on avait un terrain où il n'y avait que ce bâtiment en pierre qui, lui, n'a pas pu être démonté. Donc reconstruire et refaire de l'urbanisme sur un quartier de ville, plein centre-ville, aspiration des territoires de toute la ville de Nice, retrouver son patrimoine, à retrouver cette connexion avec cet imaginaire, l'exposition universelle, reconstruire un bâtiment historique neuf, parce que quand on reconstruit un bâtiment, on y applique les normes d'aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment neuf, ce monument historique, qui est reconstruit au cœur d'une opération où, si on avait été méchant, on aurait pu construire l'ensemble de ce volume de constructibilité. Mais comme on est, on va dire, avec toujours des gens raisonnables et que les promoteurs, le privé, sait faire de la ville, en tant qu'architecte, on peut y faire des soustractions, des passages. En tant qu'urbaniste, relier ces flux, relier ces voies. Adapter aussi, on va dire, une certaine politesse de bâtiments neufs vis-à-vis de bâtiments existants. Donc, sculpter ces volumes pour arriver à assembler finalement de nouveau ces notions du déjà là, de l'existant, cette notion de patrimoine, cette notion d'urbanisme sur un projet urbain global qui permet d'associer sur ce lieu en cinéma, en multiplex, c'est à peu près 2000 sièges, vous avez 5000 m² de commerce, 700 places de parking, 200 logements étudiants, 200 logements libres, et cette halle au milieu, qui est la halle donc, de la gare du Sud, reconstruite à côté des marchés niçois, et qui va venir animer tout cet espace. Alors c'est une halle, mais c'était à l'époque une halle de gare. Une halle de gare, normalement, vous rentriez par un fronton, et à l'intérieur, vous n'aviez pas de perception de l'extérieur. Quand on remet ces bâtiments en usage aujourd'hui, on assemble finalement une esthétique d'architecture à un imaginaire. L'imaginaire de la gare, c'est verrière sur le toit, façade pleine. Vous avez ça dans toutes les gares parisiennes, peut-être qu'on verra ça sur d'autres gares après, mais c'est plutôt un espace intérieur très peu ouvert sur son contact. Quand on remet ces halles dans la ville, on veut qu'elles soient transparentes à la rez-de-chaussée, et à Nice, on vous dit tout de suite, attention au soleil, ne faites pas de verrière. Donc on inverse le système. Et inverser ce système sur ce type de projet avec du patrimoine, monument historique, à reconstruire en neuf, c'est quand même un peu une prise de tête en termes de réglementation, parce que ce bâtiment qui devient un ERP première catégorie, un établissement recevant du public avec 1500 voire 2000 personnes potentiellement en dessous, doit être stable au vent, stable au sismique, stable en tout, et bien sûr, 1889, vous pouvez imaginer que les rivets à l'époque, où le fer pudelé n'est pas du tout résistant à cela. Donc on a eu des échanges très intéressants avec des bureaux de contrôle, avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous ont permis de faire un projet qui a rendu finalement celui-ci conforme aux normes,
C'est-à-dire qu'une reconstruction, tout ce qui était noir ici, est une remise en place. On s'est dit, elle a toujours supporté sa charge, elle pourra continuer à le faire, mais on va la contreventer d'une autre manière. On va la tenir avec des serre-livres, on va dire, de chaque côté, nouveaux, les relier par ces fermes et ces charpentes en toiture, qui va devenir pleine, et puis ensuite l'habiller de verre sur l'ensemble de sa façade pour avoir ici une halle restituée, monument historique et aux normes. Finalement, de cette considération, on va dire, technique et esthétique, avec l'ensemble des acteurs, de nouveau, privés et publics, on est arrivé à faire que cette aspiration de retrouver une halle et un patrimoine, par rapport à des déformations, on peut imaginer qu'aujourd'hui, plus personne n'aurait voulu construire cet élément, ce type-là, soit renforcée pour devenir finalement aussi légère qu'elle ne l'était à l'époque. Ça, c'est la reconstruction. Donc, c'était il y a quelques mois, pour ensuite une livraison de cette halle dans une transparence et une mise en scène globale, où à l'intérieur, on retrouve cet esprit. Donc là, de nouveau, l'urbanisme autour de cette halle, 1600, 2000 m² pour 25 000 construits, 10% du programme, font la ville, font ce lien entre tous les usages. C'est une halle de marché. En marché de quoi, on ne sait pas encore. Aujourd'hui, ça va venir avec son futur exploitant. Et ces éléments-là vont colorer ce quartier et donner à la ville de Nice une nouvelle image avec ce monument historique. Dernier projet d'assemblage, les docks de Saint-Ouen. On est en région parisienne. Les docks de Saint-Ouen, c'est avant tout une friche industrielle d'Alstom, avec une magnifique halle au milieu que personne ne connaissait, sauf quelques ABF. Mais encore, il n'y avait pas vraiment de classement sur cette halle. Elle était au milieu d'une activité. Et quand on veut refaire de l'urbanisme sur ce territoire, il ne faut jamais faire du tabula rasa. Il y a toujours le déjà là, il y a toujours le faire avec, des traces. Il y a cette coloration des espaces. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu de jamais faire de la ville hors sol, mais de faire de la ville avec les gens qui y sont, avec les gens qui y ont vécu, avec les gens qui ont toujours un imaginaire. Cette activité d'Alstom, elle se passait de père en fils, on va dire, dans Saint-Ouen. Et puis donc, on a fait un urbanisme où on s'est dit, cette halle ne vaut rien. Alors, quand on dit elle ne vaut rien, c'est-à-dire qu'une charge foncière ne va pas équilibrer l'urbanisme, l'aménagement sur cette halle. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas vendue pour financer les travaux d'à côté. C'est tout le reste qui fera la ZAC, qui fera l'urbanisme. Et cette halle, on pourra y faire ce que l'on veut au milieu, avec aujourd'hui 3 fonctions qui se sont agglomérées sur cette halle. Une fonction de parking silo, qui est à une extrémité, ici. Parking silo, alors, mutualisé, on va dire que c'est une nouveauté du début de cette décennie. On a modifié les réglementations d'urbanisme à Saint-Ouen pour n'imposer aucun stationnement sous les logements. Ça peut paraître complètement fou dans certaines régions, mais ici à Saint-Ouen, il faut imaginer qu'un foyer sur 2 n'a pas de voiture. Donc si vous allégez le coût de la construction sans faire de sous-sol, vous faites un parking silo qu'on appelle nous une conciergerie de quartier, vous avez les voitures de location, le relais de la poste, l'administratif, vos livraisons de courses par Internet, tout ça peut se faire à cet endroit-là. Finalement, vous équilibrez une notion d'investissement par rapport à de l'argent qui est mis en infrastructure qu'on ne voit pas, par rapport à de la qualité que l'on peut retrouver sur l'espace public ou sur l'architecture. Donc, en parking silo, au milieu de la halle, de nouveau, une halle de goût, une halle de restaurant, d'épicerie, de cuisine, d'école, de passage. Une halle, c'est un espace capable, ça prend la couleur du programme que vous lui mettez, donc c'est très caméléon comme programme, comme architecture. Et puis au bout, ici, une opération de logement. Voilà, ça c'est la toiture. Ça résume ce que je viens de vous dire, le parking, la halle et puis cette opération de logement. Un parking silo, expressif, architectural. Une halle reconvertie, réutilisée. Ça c'est une image et ça c'est la réalité. Donc avec tout ce potentiel que l'on peut retrouver dans l'imaginaire d'existant, de déjà là, qui va assembler cette notion de passage et de centralité. C'est d'ailleurs la manufacture du design avec le bureau d'études, avec l'architecte d'intérieur et designer Sagues qui est venu s'installer à cet endroit-là. Et puis donc tout ce potentiel de cette halle qui va se transformer et qui va devenir ce lieu de passage, cette halle centrale, cette activité, comme à Nice finalement, de l'usage au quotidien de ce patrimoine et de cet urbanisme. Et au bout, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut y faire ? Parce que
une fois qu'on avait cette grande halle, qu'on n'avait finalement aucun voisin sur lequel on allait porter ombre ou gêner par rapport à son confort, on n'allait pas amener, on va dire, on est autour de bureaux et de bâtiments qui ne sont pas habités, on ne pouvait monter. On pouvait monter sur cette ZAC, et fait assez étonnant, avec une réglementation qui était la même depuis 15 ans, aucun architecte ne s'était posé la question de monter, parce qu'on avait simplement spécifié que la hauteur était limitée à R plus 10, 10 niveaux, socle plus 10, mais ce n'était pas 28 mètres ou 30 mètres. On pouvait monter à la hauteur qu'on voulait. Et si on regarde bien ce que l'on peut faire avec des niveaux de logement, on peut imaginer un bâtiment de 45 mètres de haut, sachant que les niveaux dans le code de l'urbanisme, c'est un étage desservi par un ascenseur. Donc il n'y a pas de règles restrictives. On se restreint parfois un peu trop sur ce système, sauf que là, c'était le bon endroit, le bon moment pour faire de cette image, on va dire, de la halle. Je peux revenir sur l'imaginaire de cette architecture. Il ne s'agissait pas de s'exprimer comme un bâtiment hors tout. Notre choix a été de prolonger, on va dire, cette esthétique que l'on peut avoir, on va dire, du presque industriel, jusqu'à la côte, le vélum classique, ici des 32 mètres du quartier, et garder cette lanterne sur 14 mètres en dessus, qui nous permettait de faire des logements totalement atypiques et d'avoir des modes d'habiter, d'assembler de nouveau des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes intentions d'habiter sur Saint-Ouen, pas simplement parce que c'est pas cher, pas simplement parce que c'est à côté de Paris, mais des gens qui recherchaient peut-être en duplex d'artistes à rez-de-chaussée, quelque chose qui leur permettait d'avoir un extérieur, ou alors d'autres éléments, d'autres gens qui voulaient des surhauteurs de séjour, parce que quand on fait des étages de 4 mètres, 4 mètres 50, on peut avoir des séjours plus hauts, comme des ateliers, on va dire, au cœur de Paris, assemblés soit en simplex comme ceci, soit en assemblage. Tout ça pour donner une qualité de vie aux logements différentes. Donc le potentiel existe. Cet imaginaire, on peut le mettre en place. Là, vous avez une vue d'un séjour dans l'appartement de 60 mètres carrés, mais qui a son jardin d'hiver et qui fait que tout au long de l'année, vous avez 10 mètres carrés que vous pouvez utiliser en plus dans votre logement. Plus on monte, plus on a envie de vue. Ces maisons sur le toit, ces appartements, on va dire, libres de structures en partie haute, cette ouverture sur le paysage, ça, c'est lié à une vision d'urbaniste, à une vision de territoire. Saint-Ouen est un territoire d'expérimentation. Parce qu'on avait du patrimoine et parce qu'on a pu assembler, on va dire, un certain nombre de visions, le rapport au sol, le rapport au ciel et l'architecture, finalement, on réussit à redonner un certain nombre de points d'entrée pour de l'innovation et pour de la mutualisation, de la flexibilité, on va dire, dans l'imaginaire, pour recréer des villes et recréer des quartiers entiers. Aujourd'hui, c'est ça l'aspiration pour nous sur le réaménagement urbain, c'est cette interaction entre l'assemblage du déjà là et du faire avec, et cette innovation avec tous les moyens que l'on peut avoir dans la discussion avec tous les spécialistes et tous les constructeurs que l'on peut avoir autour de nous. Merci.